J'adorerais faire une petite série de questions rapides et amusantes. Pas de pression. Le slogan politique le plus surestimé. De la rivière à la mer. Tellement vrai! Une personne que tu ne voudrais jamais voir assise au premier rang de ton spectacle. Une Karen, peut-être. J'ai dit aux gens en Grande-Bretagne, même sur scène, j'ai dit, eh bien, si ça se passe bien, je pourrais retourner en Iran parce qu'il y a moins de musulmans là-bas qu'au Royaume-Uni. Je suis honorée d'accueillir dans nos interviews enregistrées l'humoriste Nicolas DeSantis, qui est ici pour une tournée de comédie avec Comedy for Kobe. Bienvenue, Nicolas. Merci Flore, merci de m'accueillir. C'est tellement merveilleux de t'avoir ici. Et je voulais te demander quelle est la différence entre cette fois-ci et la dernière fois. Parce que pendant les 2 ans et demi de cette folie qui s'est produite depuis le 7 octobre et les manifestations que nous avons vues au Royaume-Uni, tu es en fait devenue une héroïne comique pour la raison et contre le genre de maniaque du côté pro-palestinien. Alors, est-ce que ça a été différent pour toi d'être ici cette fois-ci? Eh bien, c'est différent parce qu'on me reconnaît. Oui, bien sûr. C'est flatteur car je ne suis pas encore un grand comédien. Eh bien, en Israël, tu l'es. En quelque sorte, oui, par différentes personnes. Je viens d'être reconnu car ce bureau était mal indiqué. Je cherchais de l'aide et demandais mon chemin. Et j'ai rencontré Daniel qui s'est avéré me connaître grâce à mes vidéos YouTube. Eh bien, voilà. Pendant que je cherchais les étages, je suis allé à son bureau. Il m'a dit de venir au 5e si je ne trouvais pas. J'y suis allé et lui, son père et un collègue regardaient une de mes vidéos. Non. On regarde une de mes vidéos sur YouTube? Eh bien, je suis très heureuse que tu aies eu une bonne expérience en te perdant à Jérusalem. Absolument. Alors, raconte, tu as commencé ta carrière en tant que journaliste. C'est exact. Et maintenant, tu es une humoriste qui observe ce qui se passe. Pourrais-tu parler un peu de cette transition? Et penses-tu qu'aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent vraiment penser et parler librement sont les humoristes? Je pense que oui. Même comme humoriste, venir du Royaume-Uni comporte beaucoup de risques. Tu as suivi ça? Évidemment, tu as un lien fort avec le Royaume-Uni. Donc, je suis devenu journaliste. Ça a toujours été un peu le rêve. Tu sais, quand tu es à l'école ou au lycée, si tu écris bien, si tu t'intéresses au monde, à la géographie, j'ai un parcours international, donc c'était sûrement toujours prévu pour moi. Et j'ai rejoint la BBC. J'ai intégré la télévision persane de la BBC qui fait partie du BBC World Service en 2009. En tant que lycéen en Iran, j'écoutais BBC World ou Voice of America, même Radio Israël. Vous savez, les émissions étrangères pour obtenir des informations alternatives, parce que les médias sont totalement contrôlés par l'État, la radio et la télévision, surtout en Iran. Oui, donc rejoindre la BBC était une grande étape pour moi et je pensais que je serais chez moi. Et bien sûr, cela satisfaisait, ou du moins je le pensais, mon désir de créativité. Oui. Mais bien sûr, plus tard, j'ai appris que les médias, surtout les médias traditionnels, sont orientés vers un seul récit, celui de la gauche, woke, des mondialistes. Vous l'avez vécu vous-même? Bien sûr. Comment cela s'est-il manifesté? Et à quel moment vous êtes-vous dit, ce n'est pas ce que je pensais que ça allait être? Je pense que c'est arrivé assez vite, progressivement, mais assez vite, parce que je travaillais dans la salle de rédaction avec BBC Persian Television, mais aussi avec BBC World TV, qui sont les chaînes en anglais. Et comme je l'ai dit, j'ai rejoint en 2009, mais en 2016, si je ne me trompe pas, nous avons eu le référendum sur le Brexit. C'est exact. Ensuite, Trump a gagné. Il y a eu ce grand fracas, si vous voulez, autour du changement climatique, la conférence de Paris. Je crois que c'était en 2015. Et l'idéologie LGBT, ce sont quelques-uns des domaines qui sont devenus, vous savez, fous et de plus en plus bruyants, de plus en plus controversés, n'est-ce pas? Et bien sûr, si vous travaillez dans une salle de rédaction tous les jours, vous avez l'agenda médiatique. Et ici, vous travaillez pour ce qu'on appelle le diffuseur public, qui prétend être impartial, qui prétend être pour tout le monde et représenter tout le monde. Ils embauchent tout le monde parce qu'ils sont payés par tout le monde grâce à la redevance au Royaume-Uni. Oui. Mais en réalité, il y a un agenda et la majorité, l'immense majorité des personnes qui travaillent pour ces organisations
penchent à gauche dans une certaine mesure, parfois beaucoup. Et pendant que nous couvrions ces histoires, je me suis dit simplement, je ne suis pas à l'aise avec ça parce qu'on ne peut pas être créatif et on ne peut pas diffuser la vérité. Si tout le programme c'est Trump est mauvais, le Brexit est mauvais, l'immigration de masse est bonne, l'islam est tellement modéré, et plus tard nous sommes arrivés à Gaza et au 7 octobre, Tu dis qu'il n'y a pas de place pour une opinion différente. pas vraiment, je veux dire, ça dépend toujours, non? Mais si tu veux faire carrière, si tu veux avancer et si tu veux, tu sais, ah, te faire un nom, tu dois t'adapter à la pensée du groupe. Et j'avais sans cesse des problèmes avec mes supérieurs parce que je me souviens que nous couvrions par exemple cette histoire sur Trump. J'ai dit, ce reportage destiné aux Persans a été fait en anglais. Ce n'est pas impartial pour plusieurs raisons. J'ai finalement eu une procédure disciplinaire. Il dit, non, tu es en train de remettre en question l'impartialité de la BBC et de tes collègues. D'accord, mais tu ne réponds pas à mes arguments, tu sais? Le simple fait de la remettre en question t'a déjà causé des problèmes, ce qui en dit long. Je veux dire, j'avais aussi travaillé dans les médias d'État iraniens pendant environ 1 an, donc c'était ironique de voir que c'est à peu près la même chose. La même chose, mais au moins les Iraniens sont francs à ce sujet. Tu sais, ils ne prétendent pas être impartiaux ou la voix de la vérité ou quoi que ce soit du genre. Donc la question d'Israël et de Gaza est venue plus tard. Tu étais toujours journaliste à ce moment? J'ai quitté la BBC en 2022. D'accord. Donc c'était juste avant le 7 octobre, Oui, la couverture d'Israël et de la question israélo-palestinienne. c'était toujours mauvais. Ouais. Je me souviens que j'avais des disputes avec mes patrons. Par exemple, à BBC persan, je disais qu'on devrait appeler ça Jérusalem, comme Urushalim en persan. Et il disait non. Nous devrions l'appeler Al-Maqdas. Et nous, on se disait, même les Arabes n'appellent pas ça Beit al-Maqdas. Ils l'appellent Quds, si jamais. Dieu. Ce truc de Beitul Muqaddas, c'est trop long et un peu difficile à prononcer. Donc, le compromis était, d'accord, disons, Urushalem, trait d'union, Beitul Muqaddas. Vous savez, c'était une lutte constante parce que la majorité des gens sont d'un seul avis. Et c'est un cercle vicieux. Ils recrutent des personnes qui leur ressemblent et partagent leurs idées. Parfois, quelqu'un comme moi y échappe, mais il rencontre alors des difficultés. Et je me suis dit, ben d'accord, peut-être que je peux exprimer ma créativité à travers la comédie, parce que, comme tu l'as dit, on dirait que c'est le dernier bastion de la pensée libre et de la liberté d'expression. Si tant est-ce qu'il en reste. Oui. Tu as toujours ce qu'on appelle la défense du « c'était juste une blague ». Tu peux dire « je jouais un rôle, j'étais dans la peau d'un personnage, ce n'est qu'une blague ». Enfin, parfois, ce n'est pas qu'une blague. C'est bien si ce n'est qu'une blague, mais je dis « et si ce n'était pas qu'une blague, et s'il y avait une idée derrière, et ça aussi, ça devrait être absolument, Je pense que la comédie est drôle parce qu'elle contient une part de vérité. absolument. Les gens rient car ils reconnaissent cette vérité. Ouais. Qu'est-ce qui pousse une journaliste à se lancer? As-tu toujours aimé la comédie et été drôle? Comment t'en es-tu rendu compte? D'accord, maintenant je vais essayer le stand-up. Est-ce que ça vient de ce même état d'esprit d'observation? Je pense qu'il y a peut-être des compétences transférables. Encore une fois, tu vois, ma comédie est très politique, très internationale, ce qui aide quand je suis, par exemple, invité en Israël parce que je couvre le Moyen-Orient et l'actualité. Et aussi en Israël, tout le monde est israélien, mais il y a aussi des Américains, des Britanniques, des Français et des Iraniens de temps en temps. Donc c'est ça. Ça aide d'avoir une orientation internationale. L'écriture, la créativité, l'observation, tout cela peut être appliqué au journalisme et aussi à la comédie. Je suppose que j'étais sans doute déjà un peu drôle quand j'étais au lycée. Encore une fois, c'était en Iran. Nous avions l'habitude d'avoir une sorte de journaux ou de revues cachées où nous nous moquions ou faisions la satire de nos professeurs ou, vous savez, des institutions. Vous savez, parce qu'on avait, vous voyez, des prières obligatoires. Tu étais déjà un peu le clown de la classe et tu faisais rire les gens, J'avais un ami très doué pour dessiner des BD n'est-ce pas? et j'écrivais le texte et nous les photocopions. Waouh, donc tu étais une dissidente? Oui, oui, l'école. Oui, oui. Donc je suppose que c'est ça la confiance et les gens. Même maintenant, mes amis sont maintenant au Canada, aux États-Unis. Comme tu t'en doutes, beaucoup d'entre eux.
Parfois, dans les groupes WhatsApp, on demande « Qu'est-il arrivé à Nicolas? Quelqu'un a-t-il ses journaux ?» Je suppose que c'était le début. En déménageant à Londres, j'ai vu beaucoup de comédies. Ma femme, alors ma petite amie, m'a dit « Pourquoi ne pas essayer toi-même ?» Waouh! Alors j'ai suivi un cours. Je pense qu'elle a regretté cette suggestion parce que maintenant je peux voyager et elle est coincée avec les enfants. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Waouh! Et puis, tu sais, tu dis certaines choses. Est-ce que le public, est-ce que tu as toujours eu ce public déjà acquis, composé de personnes qui en avaient juste assez de la culture woke et qui cherchaient quelqu'un pour simplement dire ce qu'ils pensaient? As-tu déjà eu des moments gênants où tu disais quelque chose et les gens réagissaient? Il y a toujours des moments gênants, bien sûr. Encore une fois, ça dépend de ton public et de l'endroit où tu te produis, du type d'événement. Et ça fait aussi partie de l'excitation parce que tu dois étudier ton public. Bien sûr. Tu veux qu'il passe un bon moment Oui, et certaines des choses que je dis ou qu'un humoriste controversé ou politique dit sont parfois inattendues. oui. Et parfois, les gens les apprécient, mais ils ne sont pas forcément à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ces choses-là, même si c'est dans un contexte humoristique. Donc, c'est une dynamique intéressante. On discute toujours avec les humoristes. L'autre soir, on parlait avec Avi Lieberman, qui est l'animateur de la tournée Comedy for Kobe que je fais ici. Et je le remercie de m'avoir invité, oui, et merci de m'avoir aidé à entrer en Israël. Mais parfois, même l'éclairage et la façon dont les sièges sont disposés font une différence, parce que s'il fait assez sombre, les gens se sentent plus en sécurité pour rire. Peuvent rire sans se sentir gênés? Oui. Si les sièges sont plus rapprochés, parce que le rire est aussi contagieux, puis est-ce qu'ils sont avec quelqu'un avec qui ils ont un rencard ou avec leur femme, ça dépend. Parfois, ils me disent après, la blague était drôle, mais j'étais avec mon rencard ou ma femme, donc désolé de ne pas avoir ri. Mon mari a assisté à votre spectacle hier soir et a remarqué de nombreuses blagues sur les femmes. Très bien, voilà, c'est dit. Et il était là sans moi, donc je pense qu'il était libre, libre de rire. J'espère. Il a beaucoup ri. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Nick, penses-tu que la situation s'est vraiment dégradée en Angleterre? Parce que, je veux dire, regarde, t'as une situation où des gens se font arrêter pour des tweets, où les gens au Royaume-Uni ont l'impression que la liberté d'expression ne s'applique qu'à un seul côté. Tu sais, si tu dis quoi que ce soit contre les immigrés, tu te fais arrêter, mais tu peux dire tuer les Juifs lors des manifestations du week-end. Tu penses que c'est plus difficile au Royaume-Uni? Je veux dire, tu es dans une situation difficile pour ça en ce moment, n'est-ce pas? Absolument. Oui, on me pose souvent cette question, surtout après les spectacles ici en Israël. Oui, Je dis que quelqu'un doit le faire. J'essaie d'en rire avec des blagues basées sur la vérité. Ils essaient toujours de deviner mon origine ethnique, n'est-ce pas? parce que tu es iranienne. Je suis iranien, mais je suis né en Italie, donc je suis italo-iranien et maintenant naturalisé britannique. Mais si j'avais l'air anglo-saxon, j'aurais probablement plus de problèmes. Je plaisante toujours à ce sujet parce que, encore une fois, en tant que journaliste, j'avais l'habitude de regarder beaucoup de sessions de l'ONU. Par exemple, la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et c'est l'endroit où des pays comme la Grande-Bretagne font la leçon et pontifient à des pays comme l'Iran au sujet des droits de l'homme et tout cela. Et je dis à juste titre, mais je dis, pouvez-vous imaginer si un Iranien est emprisonné ou arrêté en Grande-Bretagne pour avoir exercé sa liberté d'expression? La délégation iranienne s'en donnerait à cœur joie aux dépens des Britanniques au Conseil de sécurité de l'ONU ou au Conseil des droits de l'homme. Des arrestations ont eu lieu. L'humoriste Graham Linehan a été arrêté l'an dernier, ce qui a fait le tour du monde car il est très emblématique. Oui. Encore une fois, je plaisante en disant que peut-être qu'ils ne m'ont pas arrêté parce que ça boosterait vraiment ma carrière et ma notoriété. On ne sait jamais, mais c'est vraiment une situation terrible. Ils affirment, avec Keir Starmer, sans aucune honte devant Donald Trump, que nous avons la liberté d'expression et que nous en sommes très fiers. Mais en réalité, il y a eu des arrestations, de nombreuses arrestations. Ils essaient d'introduire des lois sur le blasphème en douce. Oui. Vous savez, ils essaient de l'enrober sous le prétexte de l'ordre public ou de la sécurité publique, mais ils ont agi en ce sens. Et en ce moment même, pendant que nous parlons, il y a des émeutes en Angleterre à cause du meurtre horrible de ce garçon blanc. Ce pauvre garçon, Ça me brise le cœur. un garçon arrêté par la police. L'enfant poignardé qu'ils ont arrêté au lieu d'arrêter les agresseurs alors qu'il saignait. Alors qu'il était en train de mourir en perdant son sang. Et les vidéos sont sorties. Et oui, devine quoi? Nous avons des émeutes. Et bien sûr, notre Premier ministre n'a toujours pas de mots d'empathie significatifs pour lui, tout comme il n'en avait pas pour Southport. Donc cela fait
Vous savez, je ne veux pas me vanter, mais cela rend la comédie encore plus importante parce que la gauche a tout capturé. C'est tout ce qu'il nous reste. C'est la dernière tranchée. Voilà, La dernière. Les universités, les médias, Hollywood. les médias, le circuit de la comédie lui-même. Donc ce n'est pas comme si nous, encore une fois, je disais aux gens, ce sont de magnifiques théâtres dans lesquels nous jouons ici en Israël. Mais les humoristes conservateurs anglais, euh, il y en a peut-être une poignée ou même moins qui sont déjà tellement connus, vous voyez, Dans des endroits plus grands. irremplaçables ou impossibles à annuler, si vous voulez. Mais je plaisantais. Nous faisons des sous-sols de pub, nous faisons des entrepôts post-industriels désaffectés, nous faisons des écoles privées, des salles de spectacle, des salles communautaires, des endroits qui sont hors des sentiers battus, parce que les clubs de comédie traditionnels ne nous laisseraient pas jouer, ou ils nous annuleraient facilement dès qu'ils recevraient un seul email ou appel téléphonique de protestation. Donc, j'ai eu des spectacles en Angleterre où le lieu est secret et les clients reçoivent un email le jour même afin de réduire le risque d'annulation. Et pourtant, le Premier ministre affirme que nous avons la liberté d'expression. Cela rend donc la comédie encore plus importante. Et pour revenir à votre question précédente, il y a des gens qui disent « Waouh, c'est tellement rafraîchissant parce que tout est devenu si ennuyeusement similaire ». Tout le monde monte sur scène et parle des caisses automatiques au supermarché, de Tinder et de Trump. Et même pas, je veux dire, je suis partant pour un peu d'humour sur Trump, bien sûr. Toujours les mêmes vieilles blagues faciles sur l'Église et les prêtres catholiques, et tu appelles ça s'en prendre aux puissants? Qui a déjà eu des ennuis pour avoir plaisanté sur les prêtres catholiques, le pape ou Trump? Donc, ils s'appellent, tu sais, les rebelles. Et quel est le terme? Les humoristes subversifs. Mais ils ne subvertissent les attentes de personne. Ils ne font que répéter les mêmes arguments de l'establishment. Changement climatique, écart de salaire entre les sexes, LGBT, Gaza, l'immigration c'est bien, les conservateurs sont mauvais, tout y passe. Donc, cela rend la comédie politique qui diverge du courant dominant et de la pensée de groupe encore plus importante. Absolument. Mais tu es aussi iranienne, ce qui veut dire que tu as vécu, toi et ta famille, je suppose, une fuite à un moment donné de l'Iran parce que tu y as grandi enfant. Tu as vu à quel point l'islamisation ou l'islam politique peut être toxique. Ça a touché tous tes amis. Tout le monde est maintenant hors du pays. Il y a encore, tu sais, des gens qui souffrent au quotidien, qui se font tuer chaque jour. Tu vois donc les choses plus clairement d'une certaine façon. Est-ce que tu t'inquiètes de l'islamisation du Royaume-Uni? Tu penses que c'est un vrai problème? Ou bien ce n'est pas encore un vrai problème, au point d'être irréversible? Bien sûr que je suis inquiet. Je veux dire, pour les gens qui ont fui l'Iran, c'est un horrible déjà-vu, non? Parce qu'ils ont déjà vu ça, ce que Feu le Shah d'Iran appelait les forces réactionnaires rouges et noires, le noir représentant les islamistes et le rouge les communistes. Et cette alliance impie qui en 1979 a fait ce qu'elle a fait est sous les yeux de tout le monde en ce moment. Et ce scénario est en train de se répéter. Et nous voyons comment les gauchistes, les woke et les Karen, ces femmes blanches de la classe moyenne, ironiquement, sont complices et fascinés par l'islam. Car nous savons quelle en est la raison, mais peut-être pas. N'allons pas là. Mais donc pour nous, on se dit, attends une minute, nous, et j'en ai plaisanté. J'ai dit aux gens en Grande-Bretagne, même sur scène, surtout après la guerre de l'année dernière et celle de cette année, j'ai dit, eh bien, si les choses s'arrangent, je pourrais retourner en Iran parce qu'il y a moins de musulmans là-bas qu'au Royaume-Uni. Je pense qu'il faut agir sans savoir si nous sommes en retard, mais nous devons agir et nous devons agir de manière décisive parce que c'est notre et mon bon ami, Nick Dixon. Il disait, oui, tu peux aller en Iran, mais l'Angleterre, c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Je veux dire, la montée de l'antisémitisme au Royaume-Uni est choquante, et c'est ainsi que les Juifs se sentent actuellement. Chaque semaine, il y a une nouvelle attaque et bien sûr des regrets de Keir Starmer, mais de l'action, ou alors on met simplement les Juifs derrière des cages. Ce sont les solutions. Est-ce qu'on les propose? Et comme moi, nous avons fait le tour d'Israël. Nous étions basés à Jérusalem, à Tel Aviv, mais nous sommes allés dans différents endroits.
Et mes amis israéliens ou juifs me disaient combien on entend beaucoup plus d'accent britannique ou français, par exemple, dans certaines zones parce que les gens déménagent. Bien sûr. Mais cela me rappelle une citation de Golda Meir lorsqu'on lui a demandé quelle était l'arme secrète de l'armée israélienne, si efficace lors de ces guerres successives. Elle a dit « Nous n'avons nulle part où aller et ne pouvons pas revenir en arrière. » Et c'est la situation de la plupart des Européens de l'Ouest, car ils n'ont pas de passeport iranien ou, vous savez, tout le monde ne peut pas retourner en terre promise ou en Argentine. L'Europe est trop précieuse et nous devons la défendre. Mais on pourrait penser qu'il se battrait plus fort. On pourrait le croire, non? Trump était vraiment inspirant. Maintenant, nous allons voir parce que malheureusement, scandale après scandale, ce gouvernement travailliste et Keir Starmer n'ont pas été inquiétés parce qu'ils ont une majorité écrasante à cause du mauvais bilan des conservateurs au pouvoir, pas parce qu'ils ont si bien réussi. Ils ont une telle majorité malgré tous les scandales qui les ont touchés. Vous savez, Southport maintenant, Henry Nowak, Mendelssohn, les dossiers Epstein, l'antisémitisme, l'inflation, tout ce que vous voulez, et il est toujours là. Lors des prochaines élections générales, malheureusement dans quelques années, nous verrons ce qui se passera. Le problème, c'est que même quand on gagne, comme en Italie, nous avons Giorgia Meloni. Vous savez, dans d'autres pays d'Europe, nous avons Geert Wilders. Parfois, on gagne, mais même quand on gagne, il y a des forces mondialistes, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, qui continuent de résister. Donc, le travail n'est pas terminé quand on gagne une élection. Il faut être persévérant, absolument. Et il faut faire de la communication. Et c'est peut-être là que l'humour intervient. Je veux dire, moi, je fais de l'humour. Toi, tu fais ton podcast. Chacun fait quelque chose, joue son rôle, et nous devons essentiellement nous unir et défendre l'Europe. Je suis d'accord. Je pense que l'humour joue un rôle énorme là-dedans. Comme tu le sais, il y a eu des humoristes israéliens qui ont réussi à briser ces terribles idées fausses sur Israël, mais d'une manière vraiment drôle. Et ils ont parcouru le monde et des gens manifestent contre eux. Ce sont ces humoristes qui reçoivent des protestations. Tu sais, en rentrant, tu subiras sûrement aussi des réactions négatives pour être venu ici. Mais tu sais, je pense que le travail que tu fais est extrêmement important. Et je pense que parfois, c'est seulement avec l'humour qu'on peut dire certaines choses. Oui, en Italie, on dit pillola amara, ce qui veut dire une pilule amère. Oui. Donc, c'est un bon moyen parce que le sujet est tellement difficile à avaler. C'est tellement sombre, n'est-ce pas? Oui. Mais avec une blague, c'est tellement immédiat, tu fais en sorte que les gens se sentent bien. Et plutôt que, tu sais, de lire un livre ou d'écouter les infos, ce qui peut être très déprimant, les gens viennent et c'est aussi ça le défi parce qu'il faut que ça reste drôle, parce que tu ne veux pas que ça devienne exactement ça. Exactement. C'est l'opposé de la cancel culture dans ce sens. As-tu déjà vu des campus universitaires où l'entrée est interdite? Oui, parfois j'en plaisante, mais surtout quand j'étais étudiant ou au début, j'ai participé à des concours d'humour dans des universités. Donc, parfois, quand je joue devant un public ouvert d'esprit ou plutôt conservateur, c'est l'une de mes petites blagues préférées. D'accord, ça a mieux marché à Goldsmiths Londres, où j'ai découvert pour la première fois le monde non-binaire. Ou les woke, les très woke. Oui, très woke. Parce que c'est une école d'art, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Oui, c'est le premier endroit où je suis allé aux toilettes et vu des filles sortir des cabines. Je me suis demandé ce qui se passait. À l'université de Southampton, c'est aussi arrivé parfois. Et Londres est très à gauche, donc c'est toujours génial d'être invité aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. Et penses-tu qu'en ayant été journaliste, les choses doivent changer? Je veux dire, est-ce qu'elles vont s'améliorer? Les gens payent cher pour la BBC. Comme tu le dis, c'est une chaîne publique. Trump est maintenant en train de les poursuivre en justice parce qu'ils lui ont littéralement prêté des propos qu'il n'a pas tenus. Oui, Et je veux dire, je me demande toujours, Nick, est-ce que les choses, jusqu'où ça peut empirer avant de s'améliorer? Est-ce que tu te poses parfois cette question? eh bien j'espère que tu as raison. J'espère qu'on a touché le fond, tu sais. Le fond du gouffre. Le fond du gouffre. Eh bien, en Italie, on dit non, c'est limite al peggio. Le pire n'a pas de limite. Mais j'espère qu'on y est. Et encore une fois, c'est ça le bon côté des phénomènes comme Donald Trump, Javier Milei ou Giorgia Meloni. Il y a de l'inspiration là-dedans, si on veut. Même la BBC a du mal.
Ils ont eu quelques émissions de comédie woke, par exemple, des sitcoms comme Mock the Week. À mon arrivée en Grande-Bretagne, j'adorais regarder Mark the Week, une émission humoristique d'actualité que j'aimais beaucoup. Mais au fil des années, surtout, ça s'est tellement dégradé progressivement, mais inexorablement. Maintenant, la BBC a dû les supprimer parce que nous ne regardions plus. Chaîne. Je ne sais pas, avec une attitude différente, j'espère bien, mais aussi les sitcoms. C'est toujours, vous savez, cette logique de diversité, d'équité et d'inclusion. Vous savez, Il y a une femme lesbienne qui a peut-être aussi une jambe en moins, ou une jambe, et aussi des problèmes de dépression. Eh bien, la première saison, ils la font, puis la saison suivante est annulée parce que le marché n'en veut pas. Cela dépend aussi du gouvernement en place, car le gouvernement veut geler cela. L'idée était, vous souhaitez nous donner des infos impartiales, et même là, vous échouez. Mais le divertissement qui est, vous savez, de l'endoctrinement et du lavage de cerveau, laissons ça au marché, vous savez, parce que les chaînes privées s'en occupent. Bien sûr, il n'y a aucune raison d'endoctriner les enfants avec ce type d'humour, ni d'ailleurs dans quelque émission que ce soit. eh bien, c'est tout l'intérêt de votre travail maintenant que vous êtes sur YouTube. Vous êtes une sensation sur YouTube. Vos vidéos sont vues des millions et des millions de fois dans le monde entier. En somme, vous n'avez plus vraiment besoin de ce club de comédie, sauf pour l'aspect physique de l'humour, car désormais vous pouvez communiquer avec des gens du monde entier. C'est toujours agréable d'être invité, évidemment, mais Dieu merci pour YouTube. Je prenais El Al, ma première compagnie aérienne. Il vient juste d'annuler. Et puis Avi a dit de réserver El Al parce qu'ils sont très stricts. Mais El Al a tout fait. Non, Dieu merci. Mais El Al a une couche de sécurité supplémentaire. Donc j'allais le faire. Alors, comment c'était? C'était bien parce qu'ils te reconnaissent. Oui, c'est la superviseuse. Au début, une fille m'a parlé en hébreu. J'ai dit que je ne parlais pas. Elle m'a envoyé voir une autre fille qui s'est demandé si j'allais à un spectacle de comédie et ce que c'était. Je lui ai montré le flyer avec mon visage dessus et tout ça, et elle a appelé la superviseuse. La superviseuse, elle, m'avait vu sur YouTube. Génial. Donc oui, c'était toujours à la fois d'un point de vue pratique, mais aussi pour flatter mon ego. Oui, on m'a reconnu, donc c'était facile. Donc YouTube ou les nouveaux médias t'aident à contourner ces soi-disant justiciers autoproclamés? Oui, les gardiens de l'humour et de la comédie. Parce que si on n'avait pas YouTube ou Instagram, Il n'y aurait que 30 personnes dans le club lors de ton spectacle. Oui, c'est ça. et tu ne pourrais même pas faire ça parce qu'il y a un promoteur qui est probablement woke ou peut-être trop, tu sais, méfiant à l'idée de laisser quelqu'un dire quelque chose qui pourrait, tu sais, déranger ce public londonien. Et c'est pareil pour les producteurs de télévision. Mais maintenant, il y a des humoristes bien plus, tu sais, connus que moi qui, grâce à YouTube, se construisent un public eux-mêmes et commencent ensuite à faire des tournées. Donc, ils n'ont pas besoin de ces gardiens de la vérité ou de l'humour. La démocratisation des médias via les nouveaux médias a eu des effets positifs et négatifs. Ça a été positif parce que des gens comme toi peuvent sortir de l'emprise des élites éveillées. Mais d'un autre côté, ça isole simplement les gens. Une des raisons pour lesquelles tout le monde déteste Israël et nous considère comme l'ennemi, c'est que les réseaux sociaux sont contrôlés par des acteurs insidieux cherchant à délégitimer Israël. Donc, c'est en quelque sorte, c'est plus équilibré. C'est un peu... Donc, je prépare ce reportage avec deux humoristes dans la cinquantaine ou la soixantaine. Ils ne sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux, mais n'en ont pas besoin car ils sont devenus célèbres avant. Il faut leur rendre hommage pour cela. L'inconvénient, et je suis aussi d'accord, c'est que parfois, il y a une humoriste qui est juste une très jolie fille. Tu sais, c'est une mannequin créatrice de contenu, influenceuse et humoriste à la fois. Et elle a des millions d'abonnés, elle peut jouer dans n'importe quel club parce qu'elle fait salle comble et tout ça. Et c'est un peu agaçant. Mais bon, elle fait son truc et moi je fais le mien. Et on peut tous les deux jouer. Je pense qu'au final, c'est une bonne chose. Mais les pro-israéliens, les pro-occidentaux, les pro-vie, peu importe, doivent être un peu plus actifs et plus à l'aise avec les médias. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'accord, Nick. Avant de terminer, j'aimerais faire un petit jeu de questions-réponses rapide et amusant. D'accord. D'accord, tu peux faire ça avec les humoristes. Sinon, pas de pression, je sais qu'on enregistre. Très bien. Le slogan politique le plus surestimé. Le plus surestimé. Du fleuve à la mer. Tellement vrai, Ouais. tellement vrai.
La plupart des gens, tu as vu ces vidéos, on leur demande le nom d'un fleuve, ils répondent juste parce que ça rime, sans savoir. Ils ne savent pas. Ça rime, exactement. La vertu la plus sous-estimée. La plus sous-estimée, eh bien, à notre époque, on a parlé d'Instagram, des réseaux sociaux peut-être l'humilité. Oui, oui. Oui, tout à fait. L'humilité est une bonne réponse. Quelle figure historique souhaiteriez-vous interviewer? L'une d'elles, c'est... eh bien, ça dépend s'ils sont vivants ou morts. J'aimerais parler à Silvio Berlusconi. Waouh! C'était un personnage. C'était un personnage, c'est une façon diplomatique de le décrire. Oui, il avait ses... Vous savez, personne n'est parfait, mais je l'admirais. Et moi, quand il a émergé, j'étais un jeune étudiant à l'université dans un bastion de la gauche. Oui. J'ai assisté à l'une de ses réunions, mais oui, j'aimerais l'interviewer. Parmi les vivants, peut-être que j'aimerais interviewer soit Bibi, soit Trump, soit Geert Wilders. C'est une bonne question. On essaiera peut-être de l'organiser la prochaine fois. D'accord, une personne que tu ne voudrais jamais voir au premier rang de ton spectacle. Une Karen, peut-être? Tu as déjà eu ce genre de situation? Oui. Tu as déjà eu des gens qui partent, crient ou te chahutent? Je viens d'avoir quelqu'un qui est parti. Oui, des gens qui partent, sortent, crient, chahutent. J'ai tout eu. Mais avec le temps, tu deviens plus endurant et tu apprends aussi à gérer ça. Mais encore une fois, grâce à l'algorithme et à mesure que je deviens plus célèbre, si tu veux, même si on n'en est peut-être pas encore là, les gens qui viennent me voir en général me connaissent déjà. Mais juste hier soir à Jérusalem, une dame m'a dit « Je ne veux pas révéler la blague ou quoi que ce soit, mais j'ai comparé et cette blague est devenue un peu folle. » Je sais laquelle? La reconnaissance de l'État de Palestine. Avec les personnes trans, n'est-ce pas? C'est comme reconnaître la Palestine comme État ou une personne trans comme femme. J'explique pourquoi, mais on peut voir ça sur YouTube. Très drôle. Merci. Cette dame était venue et a dit qu'elle aimait le spectacle, mais ce passage-là était irrespectueux envers les personnes trans. Mes amis trans riraient de ça. Exactement. Parce que eux, quand ils se moquent, vous savez, des Italiens ou des Allemands, nous, on se moque de nous-mêmes tout le temps. Oui, alors où est le problème? Mais oui, parfois les gens sont plus respectueux, mais parfois ils essaient de trouver ton adresse ou l'employeur de ton boulot à côté et de te faire virer. Donc il y a différents niveaux de réaction. Absolument. Et enfin, si tu pouvais obliger chaque politicien à regarder un spectacle d'humour, lequel ce serait? Un spectacle d'humour, et ce n'est pas le mien. Je veux dire, je n'ai pas encore de spectacle d'humour. Tu en auras un jour. Ce serait mon humoriste préféré, et parfois c'est un énorme compliment quand les gens sur YouTube me comparent à lui. Il s'appelait Norm Macdonald, il est décédé il y a quelques années. Il était canadien mais vivait en Amérique. Ouais, pas vraiment politique, très intelligent mais humble. Il faisait semblant d'être naïf alors qu'il était en réalité très malin, et c'était aussi un chrétien conservateur. Donc il me manque vraiment et je recommanderais à tout le monde de le regarder. Eh bien, c'est une merveilleuse recommandation. Nick, merci beaucoup d'être venu en Israël, de nous avoir fait rire. Nous en avons besoin. Et merci de continuer à donner de l'espoir aux gens sensés dans ce monde. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir aidé à surmonter la bureaucratie. N'importe quand, on te fera entrer. Pareil pour moi. Je serai toujours très heureux d'être ici en Israël et avec toi. Merci Nicolas de Santos.